Dans cette deuxième partie, on va aborder l'aspect plus pratique de l'étude des dermatophytes, dans ce que vous pouvez être amené à faire en travaux pratiques, et ce qu'on peut vous demander de savoir pour les écrits. Donc on va suivre chronologiquement les étapes à partir du précédent diaporama, c'est-à-dire qu'on a vu l'étude de l'aspect de la lésion chez le patient, on a vu pour les poils, les cheveux, l'étude du type parasitaire, et on passe à la troisième étape qui est plus l'étape qui a lieu au laboratoire, c'est-à-dire la mise en culture du prélèvement. Poils, cheveux, morceaux de peau que l'on gratte avec un petit scalpel, que l'on met dans une petite boîte de pétri à usage unique, évidemment, stérile, morceaux d'ongles, etc., etc. Donc en fait, on va partir ici du prélèvement pour le mettre en culture de façon à ensuite observer l'aspect du champignon in vitro, c'est-à-dire en culture. Le milieu ensemencé, c'est une gélose Saburo qui convient à tous les champignons, puisque cette gélose, elle amène tous les nutriments nécessaires aux mycètes. Du chloramphénicol, antibiotique à large spectre antibactérien qui va limiter la contamination par des bactéries. Éventuellement de l'actidione. L'actidione est une molécule qui va permettre de sélectionner les champignons pathogènes stricts, dont font partie justement les dermatophytes. Donc ça pourra permettre d'empêcher la pousse d'autres types de champignons qui ne sont pas pathogènes stricts. Ensuite, l'incubation de cette gélose se fait, il faut le savoir, à 26-27 degrés. Bon, plus ou moins température ambiante, on va dire bonne température ambiante, mais en tout cas pas à 37 degrés, puisque ce sont des champignons qui sont responsables de mycoses superficielles. Donc, par définition, ce sont des champignons qui se portent bien à une température de 26-27 degrés à la surface de la peau, par exemple. Ils sont cultivés en aérobiose, donc on dévisse un petit peu la capsule du tube, puisque là encore, ce sont des champignons aérobies, puisqu'ils poussent en surface de la peau, des cheveux, etc. Généralement, on utilise des tubes parce que les tubes permettent de garder les cultures pendant assez longtemps. Ça se dessèche moins vite qu'en boîte de pétri et puis ça limite aussi les contaminations. Quand on ouvre le tube, on émet moins de spores que lorsque vous avez une culture en boîte de pétri. La culture peut prendre un petit peu de temps à se développer. C'est en général plus long qu'une culture de bactéries. C'est toujours plus long qu'une culture de champignons saprophytes, les moisissures, que l'on verra plus tard dans l'année. Et en général, on commence à voir une culture apparaître au bout de 5 jours. Quand c'est le cas, à partir de 5 jours, s'il y a une pousse, on va considérer que ce dermatophyte a une pousse plutôt rapide. Parce qu'en effet, pour certaines espèces, il va falloir attendre plusieurs semaines avant d'avoir un début de culture. Donc pour ces espèces-là, évidemment, on parlera de culture lente. Donc retenez l'idée que c'est toujours plus long qu'une bactérie ou qu'une moisissure, mais que quand ça pousse à partir de 5 jours, on considère que c'est relativement rapide. Une fois qu'on aura de la culture, on va pouvoir étudier l'aspect macroscopique de cette culture. D'abord, on va noter le délai de pousse, comme je vous le disais. Si c'est en 5 jours, on considère que c'est rapide, pour un dermatophyte, bien entendu. Et si c'est au-delà de 3 semaines, donc pousse lente, entre les deux, on dira que la pousse est intermédiaire. On va s'intéresser à l'aspect macroscopique de la culture en tube, ou en boîte d'ailleurs, mais nous, on va les faire en tube. Donc au recto, c'est-à-dire sur le dessus de la pente, et au verso, c'est-à-dire derrière la pente. Alors, il faut savoir que les dermatophytes donnent des cultures qui ont un aspect duveteux. Donc ça fait comme un petit duvet aérien, donne l'impression que c'est presque doux si on avait à toucher cette culture, c'est ça la notion de duveteux. Il faut savoir que ces cultures ne sont jamais pigmentées en vert. À l'inverse des moisissures, les champignons saprophytes qui, eux, seront pour certains d'entre eux, par exemple comme Penicillium, pigmentés en vert. La pousse donc nécessite plusieurs jours et dans le cas des saprophytes, on verra qu'au bout de 48 heures, on a déjà un début de pousse, souvent pigmenté en vert, donc comme je vous le disais. Sur ces images, on vous montre l'aspect macroscopique de la culture de Microsporum canis, qui est une espèce fréquente en France. Donc ici, ce sont des images sur des boîtes de pétri. Ici à gauche, vous avez la macroscopie du recto, donc le dessus. On voit bien une pousse en forme circulaire puisqu'on a déposé en fait des spores au centre ici. Le champignon a une culture centrifuge, donc vous avez cette pousse en forme de cercle ici. Là, vous devinez le bord de la boîte de pétri, donc on a ensemencé par touche cette gélose. On voit bien l'aspect duveteux, donc ça fait comme une espèce de tout un tas de petits filaments mycéliens qui forment un duvet. Parfois, on dit que cette culture a un aspect en étoile d'amiante. C'est ce qui explique cette photo ici en bas à gauche,
qui représente un cristal d'amiante. C'est une photomicroscopie électronique de cristal d'amiante et parfois on dit que les cultures du Microsporum canis ont un aspect en étoile d'amiante. À droite, vous avez la macroscopie si on retourne la boîte de pétri, donc au verso. Et ce qui est intéressant de noter, c'est l'apparition d'un pigment orangé, ici au centre de la colonie de mycélium, qui est caractéristique de Microsporum canis, qui n'apparaît cette pigmentation qu'au bout quand même de quelques jours. Là, sur l'image, on vous parle d'une culture de 12 jours. Donc le pigment, avant de le voir apparaître, il faut quand même qu'il y ait eu un certain temps de pousse pour qu'il y ait une quantité de pigment dans la gélose suffisante pour pouvoir le voir à l'œil nu. Sur cette image, vous avez l'aspect macroscopique de Trichophyton rubrum, deuxième espèce fréquente en France. À gauche, macroscopie du recto, une couleur blanche et un aspect duveteux. Pour cette colonie, même chose, qui est circulaire et qui donc a une croissance centrifuge. Si vous tournez la boîte, sur le fond de la gélose, vous allez voir un pigment violacé qui apparaît, là encore au bout de quelques jours quand même de culture. Ça n'apparaît pas immédiatement. On termine avec l'espèce Epidermophyton flocosum, qui a une macroscopie au recto assez caractéristique, puisque vous avez un aspect qu'on dit cérébriforme. En fait, cette culture qui est duveteuse a des aspects un petit peu contournés, un petit peu torturés, un petit peu comme les aspects que l'on voit dans les globes du cerveau. Les lobes cérébraux, ça donne un aspect un petit peu contorsionné que l'on retrouve ici sur ces cultures, donc on leur donne l'adjectif d'aspect cérébriforme. Au-delà de ça, au bout de quelques jours de culture, la culture peut prendre une teinte chamoisée, c'est couleur chamois, c'est un beige clair. Donc il faut savoir aussi qu'en fonction du temps de culture, la couleur de la culture peut changer. Ça peut être blanc au début et puis au fil du temps, ça peut prendre une teinte chamoisée par exemple, qui dépend un petit peu du délai de pousse. On aborde maintenant l'étape suivante dans la démarche de recherche d'un dermatophyte, qui va être l'examen microscopique de la culture. Donc cette fois, on va observer entre la mélamelle avec un colorant qui s'appelle le bleu de lactophénol ou bleu coton, la culture que l'on a obtenue sur le tube, donc la culture obtenue in vitro. Et pour cela, on utilise une technique dite du drapeau. Alors pourquoi on appelle cette technique la technique du drapeau? Parce que ici vous reconnaissez en fait la spatule qui est l'instrument que l'on utilise en mycologie. Donc c'est une tige métallique un peu aplatie au bout et on va coller sur cette spatule un petit morceau de scotch qui donne cet aspect de drapeau à la spatule. On va introduire le scotch dans la culture au niveau du tube de culture. On va essayer de prélever, là ici vous avez du mycélium, donc à l'aide du scotch, on va prélever sur la face collante du scotch de la culture mycélienne. Pour cela, c'est assez délicat, il faut aplatir un petit peu le scotch, donc appuyer la spatule sur la culture de façon à prélever suffisamment de culture et de façon à prélever des choses intéressantes pour la microscopie, à savoir les micros et les macroconidies dont on va parler ensuite. Une fois qu'on a prélevé, on va retirer délicatement du tube le scotch, le petit drapeau. On va aller le poser sur une lame sur laquelle on aura préalablement posé une goutte de ce colorant bleu, bleu coton ou bleu de lactophénol. Et on va délicatement, à l'aide des pinces, essayer de poser le scotch avec la face collante dessous, qui va aller au contact de la goutte de bleu. On va déposer ce scotch sur la lame. Ensuite, on peut éventuellement remettre une goutte de bleu et pour permettre donc l'adhésion de la lamelle par-dessus. Parfois, si la première goutte de bleu est assez importante, on n'a pas forcément besoin de remettre une deuxième goutte de bleu. Si la première goutte déborde un petit peu du scotch, vous aurez l'adhésion de la lamelle sans problème. Donc en fait, la deuxième goutte de bleu n'a pour objectif que de faire adhérer la lamelle que l'on pose par-dessus. Mais il faut effectivement mettre une lamelle pour protéger un petit peu les oculaires de les objectifs de votre microscope pour l'étape d'observation. Donc on observe à faible grossissement, en général on met l'objectif 40, donc c'est un grossissement 400. On se promène un petit peu sur la lame et on recherche des zones dans lesquelles on a des filaments mycéliens qui vont apparaître bleutés et éventuellement, et évidemment plutôt, des spores. Donc les spores, je vous rappelle qu'on les appelle des conidies et qu'il en existe deux types, des petites qu'on appelle les microconidies et des plus grosses que l'on appelle les macroconidies. Alors vous pouvez d'ores et déjà retenir que chez Epidermophyton flocosum, on n'observe jamais de production de microconidies, mais en revanche, on a bien des macroconidies.
Sur cette image, vous avez la microscopie de Microsporum canis, donc espèce fréquente en France, je rappelle. Et il est assez caractéristique, ce Microsporum canis, du fait qu'il produit des macroconidies que l'on dit en quenouilles ou en fuseaux, et qui sont grosses. Si vous regardez la taille, hein, c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie, largement bien plus gros. C'est quasiment de l'ordre de la taille d'un œuf de parasite, en fait. Hein. Ça peut aller jusqu'à 80 micromètres de long. Donc on ne peut pas les rater à l'objectif 40, ça ne sert à rien d'aller à l'immersion. Et lorsque vous avez coloré, ça permet d'augmenter le contraste. Donc ici à droite, vous avez toute une trame de filaments mycéliens qui fait un peu fouillis au fond de votre préparation. Là ici, ce sont peut-être des microconidies qui donnent ces petits points un peu plus sombres, un peu plus soutenus. Et ici, donc, ces fameuses macroconidies qu'on ne peut pas rater, très nombreuses, qu'on appelle en forme de quenouille, la voir par des petites cloisons. Donc en fait, ça forme ce que l'on appelle des logettes, comme des petites cases en fait dans la macroconidie. Donc en fonction de la maturité et en fonction de l'espèce aussi du champignon, le nombre de logettes varie un petit peu. Bon, ça c'est un argument d'identification, mais on ne vous demande pas ce détail-là. On vous demande juste d'être capable de schématiser ou de donner les caractéristiques morphologiques d'une macroconidie de Microsporum. Et puis on observe donc dans ce cas d'espèce beaucoup de microconidies. En général, on en voit aussi beaucoup sur la préparation. Pour Trichophyton rubrum, deuxième espèce fréquente en France, les macroconidies sont en forme de saucisse. Elles peuvent être quasiment de la même taille que les précédentes, mais donc elles sont plutôt allongées avec des bouts arrondis, elles ne sont pas en quenouille. On peut distinguer parfois des logettes à l'intérieur en nombre variable, mais c'est en général un petit peu moins de logettes que pour les macroconidies de Microsporum. Et les microconidies sont piriformes, c'est-à-dire en forme de poire. Donc on le devine ici. Et à droite, ici en bas, vers ici, 5h20 dans l'image, vous avez une microconidie en forme de poire qui est bien caractéristique. Et qui est, vous voyez, assez grosse sur l'image, parce qu'a priori, ça veut dire que cette macroconidie sur l'image n'est pas très très grosse, elle, pour le coup. Et on termine avec Epidermophyton flocosum, qui ne produit jamais de microconidies, donc ça n'est pas la peine d'en chercher. En tout cas, si vous n'en voyez pas, c'est une bonne piste pour penser à Epidermophyton flocosum. Les macroconidies sont en forme de massue. En fait, elles sont assez proches de celles de Trichophyton, hein, qu'on a dites en saucisse. La seule différence, c'est qu'elles peuvent être un petit peu plus larges, c'est-à-dire un peu plus dilatées. Hein. Une massue, vous savez, c'est un objet qui permet d'assommer quelqu'un. Donc voilà, le bout est en général un petit peu plus large, mais c'est pas toujours si évident que ça à voir. Ça ressemble quand même à celle de Trichophyton. Éventuellement, là encore, on peut avoir plus ou moins des logettes, enfin plusieurs cases. C'est pas toujours non plus présent. Et elles sont plutôt de taille en général un petit peu inférieure aux deux précédentes. Donc sur cette diapo, j'ai repris le plan de recherche d'un dermatophyte sur lequel je vous ai remis à peu près l'essentiel. Donc c'est un document que je vous ai fait passer en PDF, que vous pouvez imprimer et compléter si vous avez une imprimante. Si ce n'est pas le cas, vous refaites le document sur une feuille A4 à la main, et ça vous permettra de réviser et de revoir l'essentiel qu'il faut connaître sur les dermatophytes.